Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Visite d'une délégation de l'ONU au Bénin. Une mission d'information a été menée dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 11 avril. La délégation a notamment pu s'entretenir avec les différents acteurs de la scène politique béninoise. Regain de tension au Soudan du Sud entre les communautés de Warrap, de Maban et du Jonglei, situation qui a causé au cours de ces derniers mois la mort de centaines de personnes. L'ONU appelle à la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018. Et enfin, quelle sera la suite du programme pour le championnat d'Afrique du Sud de football? La fédération ne s'est toujours pas prononcée après la suspension de la campagne de vaccination décidée par les autorités. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la visite du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh se poursuit à Paris. Après une visite au siège du MEDEF et au Sénat ce 11 février, le chef de l'État djiboutien était aux Invalides ce matin à l'occasion d'une cérémonie d'hommage. Le président djiboutien est ensuite attendu à l'Élysée pour un déjeuner avec son homologue français Emmanuel Macron. Point fort de cette rencontre, les deux chefs d'État devraient renégocier l'accord de défense entre les deux pays, un accord fondamental pour la France car Djibouti abrite la plus grande base militaire française, lui permettant ainsi de déployer des forces rapidement dans la sous-région en cas de conflit. Les investissements économiques français devraient également être au menu des discussions. Elle était en visite au Bénin avant la tenue de la présidentielle du 11 avril. Une délégation des Nations Unies s'est rendue à Cotonou pour une mission d'information centrée sur l'organisation du scrutin. Cette délégation, conduite par le diplomate Mohamed Ibn Chambas, a pu ainsi recueillir les attentes des acteurs politiques béninois vis-à-vis de cette échéance électorale. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Leftiounou. Dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel s'est entretenu avec des présidents d'institutions, la classe politique et le chef d'État Patrice Talon. Cette mission d'information vise à évaluer l'état des préparatifs de l'élection présidentielle du 11 avril pour un scrutin apaisé, transparent et inclusif. Mohamed Ibn Chambas et sa suite ont recueilli les préoccupations des acteurs politiques, dont ceux de l'opposition, qui ont formulé des attentes vis-à-vis de l'institution. Nous lui avons conseillé de faire en sorte que le blason des Nations Unies soit redoré devant le peuple béninois. Et nous lui avons naturellement expliqué que les verrous mis en place par le régime de Patrice Talon ne sont pas de nature à favoriser une élection inclusive, transparente, crédible. Nous avons demandé au chef de l'État et aux siens d'ouvrir un dialogue pour que les Béninois s'asseyent et qu'ils parlent, qu'ils corrigent les imperfections liées au système, que l'élection soit l'élection de tous. Préalablement à Cotonou, dans le cadre d'une mission d'information en marge des législatives du 28 avril 2019, le rapport de Ibn Chambas à la fin de cette mission n'a pas comblé les attentes des partis d'opposition qui ont été exclus du processus électoral, occasionnant une crise politique sans précédent avec des violences post-électorales, des morts et des arrestations, selon un rapport d'Amnesty International. Il y a beaucoup de rapports qui sont parvenus à l'ONU, au bureau des droits de l'homme, de l'ONU et tout. Mais qu'est-ce que l'ONU en fait? Si aujourd'hui l'émissaire de l'ONU est au Bénin, rien que pour apaiser les uns les autres et demander à ce que le dialogue prédomine, je suis tenté de dire, mais de quel dialogue s'agira-t-il? Ce sera le dialogue des sourds ou le dialogue des braves? À noter que cette mission de l'ONU rentre dans le mécanisme de paix de l'institution pendant que l'opposition exige un retour à l'ancienne loi électorale qui ne prescrit pas le parrainage pour préserver la paix et la cohésion nationale. Par ailleurs, le processus électoral suit son cours sur la base des nouvelles lois électorales qui instituent le parrainage des duos candidats. Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, l'Assemblée nationale a enclenché ce 11 février la procédure de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. La procédure avait été déposée ce 9 février par le ministère public. L'opposant est accusé de viol et de menaces de mort par une jeune salariée d'un salon de massage à Dakar. Des accusations qu'il nie fermement. Le député dénonce par ailleurs un complot. Prochaine étape dans cette procédure, une commission ad hoc devrait être créée ce 15 février. Cette commission qui sera composée de 11 membres sera chargée d'examiner ce dossier. Elle devra également auditionner Ousmane Sonko.
La mission des Nations Unies au Soudan du Sud en alerte. La MINUS se dit inquiète après un regain de tensions à Warrap, Mabane et au Jonglei. Des tensions intercommunautaires qui ont causé des centaines de morts et des milliers de déplacés au cours de ces derniers mois. Face à cette situation, l'ONU appelle à la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2018 et qui prévoit notamment la mise en place de forces unifiées. Plus de précision dans ce sujet de Gradiela Tchakounte et Corinne Camden. Rien ne va plus entre les communautés de Warrap, de Mabane et de Jonglei au Soudan du Sud. Des conflits ethniques ont causé des centaines de morts et des milliers de déplacés dans ces régions au cours des derniers mois. Un regain de tension qui intervient malgré le renforcement de la présence et des patrouilles des soldats de la MINUS dans les points chauds. L'ONU pointe du doigt la lenteur de la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2018 et appelle à un plus grand soutien de la communauté internationale. Cette semaine, nous prévoyons de déployer des soldats de la paix dans 7 bases d'opérations temporaires à travers le pays. Notre sentiment très fort est que si nous pouvons nous déployer tôt dans la saison sèche, nous aurons de meilleures chances de réussir à prévenir la violence avant qu'elle ne se produise. Cependant, certains endroits ont été difficiles à atteindre. Nos efforts pour atteindre Romish à Warrap, par exemple, ont été continuellement bloqués sur le terrain. En fait, nous avons une patrouille en route, maintenant, qui est bloquée depuis 5 jours. Pour ne rien arranger, les restrictions liées au Covid-19 rendent plus difficile l'évacuation des blessés, la fourniture de soins médicaux et l'acheminement des aides pour les familles affectées. Dans ce contexte, la relance du processus de paix est plus qu'urgente. Nous attendons toujours la nomination des commissaires du comté. Ce sont des positions critiques compte tenu de l'ampleur de la violence infranationale. Nous avons également des problèmes liés à la constitution et à l'unification des forces, qui sont des aspects importants du processus de paix qui ne sont toujours pas résolus. Un constat qui fait craindre un déraillement du processus de paix. Pour éviter un tel scénario, les dirigeants sont appelés à accélérer les efforts pour mettre sur pied des forces unifiées, former les institutions, reconstituer la législature nationale et finaliser la Constitution. Ceci également dans la perspective d'élections libres et transparentes. À l'heure où la crise sanitaire affecte les économies africaines, comment la Tunisie compte-t-elle financer son budget 2021 ? Selon une source gouvernementale, plusieurs banques locales vont accorder à l'État un prêt de 300 millions de dollars. Le pays entend également lever 5 milliards de dollars de financement extérieur. Lorita Simbou. Dans le cadre de son budget 2021, le gouvernement tunisien prévoit d'élever jusqu'à 5 milliards de dollars de financement extérieur et jusqu'à 2,2 milliards de dollars dans le pays. Pour ce faire, les autorités veulent privilégier plusieurs mécanismes allant des eurobonds à des prêts syndiqués. La Tunisie de financer une partie de son budget en mettant en place des eurobonds est un système assez intéressant pour la Tunisie. Ça va leur permettre de financer une partie de leur budget grâce à un crédit extérieur. Je pense que la Tunisie n'a pas les moyens avec les recettes internes de financer son budget de manière autonome. Voilà pourquoi je pense qu'il recourt à des eurobonds qui vont permettre l'octroi de prêts à l'État tunisien afin de pouvoir financer son budget. Avec un déficit prévu à plus de 6%, le budget de l'État tunisien pour l'année 2021 prévoit d'emprunter jusqu'à 7,2 milliards de dollars, notamment grâce à des eurobonds ou à des opérations d'émission des soukouk. L'objectif pour les autorités est de relancer une économie affectée par plusieurs années de crise et par la pandémie de Covid-19. Pour accroître son économie, la Tunisie doit remiser sur un afflux d'investissements, notamment dans le secteur touristique. On sait que le tourisme joue un rôle assez crucial dans l'économie tunisienne et je pense que l'une des clés de la relance économique tunisienne passera par la relance des activités et la relance du tourisme afin de relancer une certaine dynamique de croissance dans le pays. Notons que d'après plusieurs sources concordantes, le gouvernement tunisien envisage également d'obtenir un nouvel accord de financement avec le Fonds monétaire international adossé à des réformes visant à assainir l'économie. 2021, une année prometteuse pour la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire. Au mois de janvier dernier, les broyages de fèves de cacao ont atteint 52 000 tonnes, soit un record depuis 2012. Année où les broyages se sont chiffrés tous les mois à environ 49 000 tonnes. Les détails avec Samantha Sabero Sabubanga.
En Côte d'Ivoire, les broyages de cacao ont connu un record en janvier 2021. En effet, le premier producteur mondial de cacao vient de battre son niveau mensuel de 2012 de transformation de cacao. Malgré la pandémie du coronavirus, les activités du secteur ont bien démarré cette année. Selon les données du groupement professionnel des exportateurs de café cacao, le volume de fèves transformées s'est établi à 52 000 tonnes en janvier dernier. Depuis quelques années, les autorités ivoiriennes ne cessent d'encourager à travers diverses mesures le broyage du cacao à l'intérieur de leurs frontières afin de créer plus de valeur ajoutée à la production cacaotière du pays. D'autant plus que le broyage permet aux entreprises dans le domaine d'économiser sur les coûts de transport et les salaires. La hausse du broyage en Côte d'Ivoire, qui est en partie imputable à l'installation de nouvelles unités de traitement, laisserait penser que cette stratégie commence à porter ses fruits. Cette hausse de 8% par rapport à la même période en 2020 représente surtout le plus important niveau enregistré par l'activité du secteur depuis 2012 où les broyages avaient atteint mensuellement 49 000 tonnes en moyenne. Pour le compte de la campagne 2020-2021, un total de 199 000 tonnes de fèves ont été transformées entre le 1er octobre 2020 et le 31 janvier 2021 contre 191 000 tonnes un an plus tôt. Pour maintenir la hausse du broyage, il faudra sans doute accroître les capacités de traitement du pays en investissant davantage dans le secteur. Une nécessité quand on sait que la demande mondiale des produits du cacao reste relativement épargnée par la crise que nous connaissons et devrait même s'accroître dans les années à venir. Cela aussi devrait permettre à la Côte d'Ivoire de tirer davantage profit des dividendes de transformation des fèves du cacao. Notons que la Côte d'Ivoire dispose d'une capacité de broyage de 712 000 tonnes de cacao par an. Parmi les principaux transformateurs du pays figurent le Suisse Barrick Colbert, le Singapourien Olam et l'Américain Cargill. Un mot de sport à présent. Quelle sera la suite du programme pour le championnat d'Afrique du Sud de football? La compétition se retrouve menacée après la décision des autorités sud-africaines de suspendre la campagne de vaccination. Pour le moment, aucune décision n'a été prise par la fédération. Le point avec José Douglas. Un championnat qui est à sa 15e journée est dominé en ce moment par le club de Mamelodi Sundowns, l'équipe du candidat à la présidence de la CAF, M. Patrice Motsepe. Elle devance Supersport United, 3e Moroka Charros, 4e Golden Arrows, suivi d'Orlando Pirates et plus bas Maritzburg, 14e, 15e TTM Shakuma et 16e et dernier Black Leopards. Mais voilà, l'Afrique du Sud est fortement touchée par la pandémie de Covid-19. Le pays a enregistré près d'1,5 million de cas de coronavirus et plus de 46 000 décès depuis le début de la pandémie. Un bilan plus élevé que dans tout autre pays du continent. Un constat s'impose. C'est une question assez difficile. Faut voir aussi avec les personnes qui sont au pouvoir. Je ne connais pas les chiffres officiels. Peu de personnes les connaissent. Ensuite, c'est une décision à prendre pour l'économie aussi du pays, l'économie sportive, l'économie de ces clubs. On a vu que en Europe, il y a eu aussi des décisions parfois d'arrêter le championnat, comme en France, parfois de continuer. Moi, je pense sincèrement que s'il y a possibilité de préserver les sportifs et de préserver une éventuelle fuite du virus, pourquoi pas continuer avec des mesures sanitaires appropriées. L'Afrique du Sud a reçu 1 million de doses du vaccin Oxford AstraZeneca et se préparait à commencer à vacciner la population. Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a annoncé que son gouvernement attendrait de nouveaux conseils sur la meilleure façon de procéder avec le vaccin AstraZeneca à la lumière des résultats. L'Afrique du Sud suspend donc le déploiement du vaccin, mais n'a rien décidé pour l'ensemble du sport et le championnat de football, mais beaucoup de craintes sont à observer. Oui, moi je pense qu'il faut continuer à jouer et puis c'est des milieux quand même assez préservés. Quand on voit les sportifs, les footballeurs, les clubs, à partir du moment où ils font des tests régulièrement, pourquoi pas? Le problème de l'Afrique du Sud, c'est que là, ils sont vraiment très mal partis, d'autant plus que les derniers vaccins qu'ils ont reçus ne sont pas valables contre le variant sud-africain. Et ça va être très difficile. Mais c'est pas étonnant que ça se propage très très vite. Vous avez déjà été dans un township ? À noter que l'Afrique du Sud a été relativement épargnée par la première vague de pandémie de coronavirus, mais la hausse du nombre d'infections s'est d'un coup accélérée. Seychelles, Maurice, le Maroc et l'Algérie ont commencé à vacciner la population et certains championnats sont maintenus, mais avec vigilance et des mesures sanitaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.